Bonjour, vous nous excuserez pour le léger retard. Nous n'avions pas trouvé le local. Moi, je suis ici à l'UQAM depuis longtemps, c'est tout dire. Nous avons eu une semaine absolument fascinante avec Janine Altounian. Des interventions nombreuses. Nous l'avons fait travailler de manière remarquablement efficace. Elle sera interviewée cet après-midi par Patrick Masbourian à Radio-Canada sur les problématiques qui nous intéressent. Donc, vous pourrez probablement l'entendre la semaine prochaine à la radio de Radio-Canada. Nous avons aujourd'hui la dernière intervention sous la forme d'une table ronde qui va traiter de la transmission de l'héritage traumatique. Alors, je propose le mode de fonctionnement suivant. Il y aura bien sûr une intervention de la part de Janine Altounian. Par la suite, un bref exposé de M. Benaïm, et par la suite, écoutez, selon l'inspiration. Et entre chaque, j'interviens. Oui, tout à fait. Bon, ce que je suggère, c'est que les interventions soient brèves pour que la salle puisse faire brève, sans vouloir déconstruire les plans de qui que ce soit, mais de façon à ce qu'il y ait discussion assez rapidement avec la salle et que la table ronde devienne une réflexion qui nous regroupe tous. Alors, je vais, mais très très rapidement, vous m'excuserez, vous qui êtes intervenants, de sabrer dans vos curriculum vitae et dans vos titres. Je vais présenter très brièvement chacun des intervenants. Alors évidemment, Janine Altounian, qui est germaniste, qui est une des responsables de la nouvelle traduction de l'œuvre de Freud en français, qui a écrit plusieurs ouvrages. Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie, un génocide au désert, je dis toujours aux portes, mais c'est au désert de l'inconscient, aux éditions des Belles Lettres. Un autre livre, La survivance, L'intraduisible, un ouvrage consacré à Freud, en fait de nombreux ouvrages sur des questions qui sont celles de la mémoire collective, de la subjectivité qui s'exprime dans le témoignage et dans la reprise de l'énonciation traumatique du génocide arménien de 1915, une réflexion sur la place de la littérature, sur le rôle de la prise de parole et de la littérature quant à ces expériences traumatiques, une réflexion que Janine Altounian a amplifiée au début de la semaine sur la notion de garant, c'est-à-dire à quoi s'accroche-t-on lorsqu'on n'a plus rien, et de quelle manière se construit-on, mais je crois que l'expression serait maladroite, mais de quelle manière est-il possible de faire avec, l'expression est maladroite, avec le trauma, de le mettre en jeu, de le reprendre, et peut-être aussi de ruser avec celui-ci. Alors, David Benaïm, qui a une double formation philosophique et psychanalytique, exerce la psychanalyse depuis une trentaine d'années. Il est un psychanalyste habilité, il forme d'autres analystes, ce qui est un métier passionnant. Je crois que vous êtes monsieur à la Société psychanalytique de Montréal. Voilà, et vous êtes membre de l'Association internationale de psychanalyse, l'AIP. Vous avez publié dans différentes revues, Topic, Le Divan familial, Variations, Spirale, et vous offrez aussi des séminaires non institutionnels, c'est-à-dire que vous les offrez finalement à nous tous. Et voilà. Alors, merci. Alors, Madame Claudie Gagné est titulaire de doctorat de littérature à l'Université Laval et des membres collaboratrices du GRERES, un groupe de recherche qui analyse, qui traite les récits de survivance. Elle a complété une formation clinique au GIFRIC, auquel elle continue de collaborer. Elle est l'auteur de nombreux articles et elle est actuellement professeure adjoint à l'Université Trent de Peterborough, où elle enseigne la littérature française. Alors, vous avez pris le train ou la voiture? La voiture. Alors, et là, vous aurez une tempête samedi. Voilà. Alors, Pia Malian,
Oui, bon, elle est professeure au département des sciences de l'éducation de la Faculté des arts et des sciences de l'Université Concordia depuis 1974. C'est très agréable de présenter quelqu'un en son absence. Elle est aussi présidente de la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université. Elle a été de mai 1999 à mai 2003. C'est une femme remarquable qui a une connaissance à la fois profonde et intuitive de la littérature. Nous la recevrons en peu de temps. Quant à Nelly Ojikian, elle détient un doctorat en littérature comparée de l'Université de Montréal et sa thèse portait sur les questions de dissociation et de transmission dans le cinéma diasporique de Atom Egoyan. Elle est présentement chercheure postdoctorale au CELAT. Elle anime de nombreux projets. Elle était notamment co-responsable, à vrai dire totalement responsable de la venue de ma collègue et amie Janine Altouni à Montréal. Nelly Ojikian a organisé cette semaine 2 journées d'études tout à fait intéressantes sur la problématique du père et de la transmission. Et elle poursuit ses recherches. Voilà. Alors, pour ces présentations, nous les avons faites. Alors, Janine, nous t'écoutons. D'accord. Bien, alors, je vais prendre d'abord la parole pour expliquer un peu pourquoi j'ai voulu, moi, que sur les différentes prestations qu'on m'a demandé de faire, il y en ait une qui soit sous forme d'une table ronde, parce que dans les 3 précédents exposés que j'ai été amenée à faire, j'ai d'abord commencé par un texte écrit, j'ai un style d'écriture qui est ce qu'il est, enfin certains l'apprécient, Simon Harel l'apprécie beaucoup, mais c'est vrai que dans une discussion libre, je peux davantage m'exprimer de façon plus, je dirais, plus conviviale. Et je pensais qu'il était bon que une fois, je puisse dialoguer avec différentes personnes qui ont été choisies par Nelly et Simon, différentes personnes qui auraient lu plus ou moins l'un ou l'autre de mes livres et qui m'en parleraient, et moyennant quoi je dialoguerais avec elles. Bon, c'est donc... voilà. Alors, je me suis rendu compte que dans les 3 précédents exposés que j'ai faits, pour ceux qui sont présents ici, j'ai donné peut-être une vision un petit peu trop optimiste des choses, et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je commence par vous apporter une anecdote récente qui m'est arrivée, qui est plutôt accablante, mais qui s'est bien dénouée, évidemment. Alors, auparavant, donc un petit exposé rapide sur mon parcours. Je suis donc une Arménienne de France, c'est-à-dire que mes parents sont arrivés dans les années 20 en tant que survivants du génocide arménien de 1915. Je suis née à Paris et pendant un certain temps, j'ai vécu mes origines arméniennes comme allant de soi, c'est-à-dire que j'étais dans ma famille, on était arméniens. Être en famille, pour moi, c'était être arménien. Et ma vie s'est construite à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'à la maison, c'était un univers étouffant, accablant, victimaire, mais en même temps chaud. C'est chez soi qu'il fait chaud. Et à l'école, c'était à l'extérieur. C'était pour moi, c'est ce que j'ai exposé lundi soir, la sortie de l'étouffement, une certaine liberté, et l'apprentissage de la pensée. Je vais vous donner tout de suite pour pas que j'oublie. Voilà. Donc à l'extérieur, c'était donc l'école. J'ai beaucoup investi l'école de France, l'école de Jules Ferry, qui pratiquement est en voie de disparition actuellement, ainsi que les institutions démocratiques du pays d'accueil. Bon, je m'en expliquerai un peu plus longuement tout à l'heure. Et au bout d'un certain temps, j'ai poursuivi, j'ai fait mes études. J'ai beaucoup aimé l'allemand. Je suis devenue par la suite des circonstances que j'aurai peut-être l'occasion de raconter, traductrice de Freud. Et au détour d'une psychanalyse, et c'est ça dont je ferai état tout à l'heure,
C'est-à-dire que le travail analytique m'a permis, par le détour de cette voie extérieure qu'est le transfert, de percevoir un peu qui étaient mes parents. Parce que je le savais, j'allais dire corporellement, mais j'avais du mal à mettre des mots là-dessus. Et ceci m'a amené rapidement à écrire un certain nombre d'articles. Le premier article a été publié dans Les Temps modernes en 1975. Et ce livre, qui constitue l'ensemble de mes articles des Temps modernes, a ceci de particulier que dans le lot des articles publiés aux Temps modernes se trouve le texte le journal de déportation de mon père, dont je parlerai tout à l'heure pour dire dans quelles circonstances j'ai pu le publier en 82 au Temps moderne, et il a été ensuite repris dans cet ouvrage qui reprend tous les articles publiés en Temps moderne. Je n'avais pas l'intention d'écrire, je n'aime pas écrire, mais je suis toujours poussée à l'écriture par quelque chose du style il faut que je dise cela, il faut que je dise quelque chose. Alors je dis quoi? Mon travail ne concerne pas exclusivement, loin de là, les descendants, l'héritage du génocide arménien, mais il concerne l'héritage de tous les drames catastrophiques de l'histoire, aussi bien la Shoah que le Rwanda, et de même les catastrophes dont sont héritiers les enfants de familles extrêmement démunies et défavorisées dans différents types de situations. Ceci m'a amené à faire un certain nombre d'ouvrages, 3, le dernier étant L'intraduisible, excusez-moi, je vais en trouver un là, et puis ce qu'il y a de particulier à ce dernier, je le disais hier, c'est que j'ai pu, alors que d'habitude je commentais toutes sortes de textes d'héritage traumatique, j'ai pu, au bout de 23 ans après avoir pris connaissance du journal de déportation de mon père, j'ai pu le commenter. J'ai pu le commenter comme j'ai commenté le texte de Jean Améry, survivant de la Shoah, comme j'ai commenté d'autres textes. Et puis, je suis souvent invitée par les psychanalystes, n'étant pas analyste moi-même, mais j'écris en tant qu'analysante. Et je vais vous raconter maintenant l'incident, entre guillemets, négatif, si je puis dire, ou je ne sais pas comment dire, traumatique, qui m'est arrivé récemment. Et j'ai pensé ce matin à vous le raconter pour vous dire que, comme disait Simon Harel, il faut ruser avec le trauma, et ce n'est pas simple. Parce que, bien évidemment, quelles que soient les modalités de la secondarisation qu'on introduit en le transmettant, il est toujours quelque part en soi, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on le secondarise, on le verbalise, on le met dans le moule des mots, du monde que j'appelle non exterminable, c'est-à-dire celui du pays d'accueil, mais il ne faut pas s'imaginer qu'il disparaît, il est toujours présent. Il faut simplement savoir comment s'en servir, j'allais dire, comment créer à partir de lui. Et voici l'incident qui s'est produit récemment. Je peux même situer ça aux alentours de décembre-janvier. L'une de mes théories veut que pour se construire, pour advenir à lui-même, pour se subjectiver, l'héritier d'un drame historique, d'un effondrement de l'histoire au sein de sa famille et de la collectivité dans laquelle il vit, doit s'étayer sur le tiers, c'est-à-dire sur la culture et la langue du pays d'accueil, quelle que soit par ailleurs l'ambiguïté qui règne dans le pays d'accueil, évidemment, puisque, comme je l'ai souvent dit, les pays d'accueil, la France en l'occurrence, sont toujours impliqués, soit de façon réelle, soit de façon passive, dans les drames qui ont créé des rescapés qui viennent chez eux. C'est-à-dire que soit ils ont été complices, pour ce qui est par exemple de la Shoah, il y a eu la France de Vichy, ils sont directement complices à la destruction, soit les pays d'accueil sont complaisants dans la mesure où ils n'interviennent pas.
Récemment, beaucoup de livres ont été écrits sur l'implication française dans le génocide rwandais. Donc, ma théorie, c'est que, quelle que soit l'ambiguïté du pays d'accueil, comme de toute façon il est composé de différents membres, il faut s'étayer sur cette culture-là pour pouvoir acquérir son langage, sa culture et exprimer son héritage. Or, il s'est produit une chose étonnante récente, qui est la suivante. C'est que lors d'un séjour que j'ai fait comme ça en Italie, je dis comme ça, comme au Canada, j'étais invitée une semaine en Italie, les personnes invitantes, dont des psychanalystes, ont souhaité publier quelque chose de moi et ont sorti un petit ouvrage auquel je ne m'attendais pas. C'est un petit ouvrage qui regroupait le texte de déportation de mon père, un article de moi et un article de la psychanalyste en question. Cet ouvrage s'appelait « Se souvenir pour oublier ». Il avait un sous-titre fort intéressant, « Le génocide arménien dans le journal d'un père et la mémoire d'une fille ». Et choc pour moi, les auteurs de cet ouvrage, non pas l'auteur, mais les auteurs de cet ouvrage étaient Vahram, c'est le prénom de mon père, Vahram et Janine Altounian. Ça m'a fait un très grand choc et on ne m'avait pas consulté. Au début, j'ai été un peu sonnée. Et puis, voyant le sous-titre, le génocide arménien dans le journal d'un père et la mémoire d'une fille, j'ai trouvé que ces auteurs, ça avait du sens. Et à partir de cela, je me suis dit que cet ouvrage existait en italien, il fallait donc qu'il existe aussi en France, quelque chose d'analogue. J'ai mis en train ce projet éditorial qui se fera sans doute dans un an, c'est-à-dire un projet qui regrouperait donc le journal de déportation qui se trouve ici, un article de moi, et puis un certain nombre d'articles d'autres psychanalystes spécialistes de la transmission traumatique. Et à la suite de quoi, comme je n'avais pas le texte de mon père sur mon ordinateur, parce qu'à l'époque où il a été publié, le traducteur l'avait remis en dactylographie, au temps moderne, donc il n'existait pas, contrairement à tous mes autres textes, sur l'ordinateur. Donc, je me suis dit, je vais le recopier. Je savais bien qu'il existait une technique qui consiste à scanner un texte. Mais comme j'en avais déjà copié quelques extraits, puisque je me sers de certains extraits, ceux que je commente dans l'intraduisible, quelque chose m'a dit qu'il fallait que je le recopie. Et alors, je ne vous dis pas dans quel enfer j'ai vécu pendant une semaine. C'est-à-dire que je recopiais tous les mots en me disant, mon Dieu, mais quel mot va arriver maintenant ? C'est-à-dire que je n'étais pendant une semaine pas du tout à Paris. Je n'étais pas en 2008. J'étais en 1915 avec un jeune homme de 14 ans, une femme affamée, sur des routes inconnues. J'ai voyagé comme ça pendant une semaine dans un dédoublement absolu qui m'a totalement surprise parce qu'en même temps j'étais traductrice de Freud, j'allais chez Laplanche le lundi, le mardi, mercredi, je parlais avec des gens très civilisés et au fond de moi j'étais ailleurs, totalement ailleurs, j'allais très très mal, hein. Et je vais vous faire remarquer que, en fait, j'ai vécu cette traversée, j'allais dire, grâce au tiers, c'est-à-dire grâce à la publication italienne. Bon, j'en suis ressortie vivante, évidemment. Mais je voulais vous raconter ça pour vous dire que, dans le fond, c'est toujours là. C'est toujours là, ça sort, ça revient. Heureusement que c'est toujours là, parce que c'est de là qu'on vient. Bon, voici pour mes premières paroles. Voilà. Merci.
Monsieur Benaïm. Alors, j'ai intitulé mon texte Meurtre, héritage traumatique et transmission. D'abord le meurtre. Les exterminations et les génocides qui ont marqué le XXe siècle ne pouvaient laisser les analystes indifférents. Il était impérieux de penser ces événements et de comprendre quelque chose à l'histoire qu'ils étaient en train de vivre. C'est Nathalie Salzman qui a certainement exprimé le mieux cette position lorsqu'elle affirme la nécessité pour les analystes à intégrer dans le corpus analytique les conséquences pour chacun dans son fort intérieur, dans et hors sa pratique, ces conséquences d'un événement majeur, collectif et individuel, postérieur à la métapsychologie freudienne de psychologie des foules et analyse du moi, celui de l'écroulement advenu de la civilisation occidentale dans sa fonction de rempart de l'individu contre le règne du meurtre. Qu'est-ce qui s'est écroulé ? L'évidence que l'homme possédait à sa naissance d'être un homme pour l'homme. Un pacte existait, écrit-elle, non sans illusion, mais il existait. Il garantissait l'assise identificatoire commune, certaine. C'est cette certitude qui s'est écroulée, et cet écroulement fait maintenant partie de l'héritage de la réalité humaine. Pour Freud, l'origine de la culture est traumatique. Totem et tabou, texte paradigmatique sur le meurtre, élaborera l'idée d'un meurtre à l'origine de l'humanité, un crime commis en commun. Ce meurtre est un acte fondateur qui déclenche un mouvement irréversible à partir duquel va s'opérer le passage de la nature à la culture, avènement de la civilisation. 25 ans plus tard, l'homme Moïse et la religion monothéiste évoquera l'origine également traumatique du monothéisme juif, la fin brutale de Moïse à la suite du soulèvement du peuple. De l'interprétation du rêve à l'homme Moïse, Freud élabore l'idée de meurtre dans sa double dimension de désir de mort et de meurtre accompli. À la fin du chapitre 7 de l'interprétation du rêve, évoquant le mot de Platon, à savoir que le vertueux se contente de rêver de ce que le méchant fait dans la vie, Freud revient sur les désirs de mort en insistant particulièrement sur la nécessité de maintenir séparés les deux registres de la réalité psychique et de la réalité matérielle. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il écrira dans L'homme Moïse et la religion monothéiste « Nous vivons en un temps particulièrement curieux. Nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie. » Une lecture après coup des considérations actuelles sur la guerre et sur la mort fait apparaître les analyses freudiennes sur la guerre comme une illustration et un développement de cette affirmation. C'est aussi ce qu'Adorno retiendra de sa lecture de Malaise et de Psychologie des foules et analyse du moi lorsqu'il écrira dans Éduquer après Auschwitz « La civilisation engendre l'anticivilisation et ne cesse de la renforcer. Si la barbarie s'inscrit dans le principe même de la civilisation, il peut sembler désespéré de vouloir s'y opposer. » Dans les considérations, Freud déclare que nous descendons d'une lignée infiniment longue de meurtriers qui avaient dans le sang le plaisir au meurtre, comme peut-être nous-mêmes encore. L'homme originaire survit en nous, dans notre inconscient, inchangé. Ainsi, comparant l'homme des origines aux autres animaux, il écrit « plus cruel et plus mauvais que d'autres animaux. Il pratiquait le meurtre volontiers et comme allant de soi. L'instinct qui retient d'autres bêtes de tuer et de dévorer des êtres de la même espèce, rien ne nous permet de le lui attribuer. » Cependant, ce texte représente un renversement dans la façon de considérer le meurtre.
Si jusque-là Freud distinguait nettement la réalité matérielle de la réalité psychique, si le meurtre se déroulait sur une scène intérieure, la scène psychique, scène du rêve ou du fantasme, sa réflexion sur la guerre va complètement bouleverser cette manière de voir. La guerre efface cet écart entre la réalité psychique et la réalité matérielle qui viennent à se confondre. Le meurtre se joue alors sur la scène extérieure. La guerre, en nous dépouillant des acquisitions de la civilisation, fruit du long processus d'hominisation, met à nu cet homme originaire qui est en nous. Avec elle, nous assistons à l'écroulement de l'interdit du meurtre. Cet interdit, écrit Nathalie Salzman, est la condition de la vie des hommes entre eux. En tant que psychanalystes, nous tenons cet interdit, cette loi, pour une structure psychique de base. Mais alors, quelle représentation, quel contenu, quel statut occupe ou acquiert un homme pour un autre homme lorsqu'il est mis au banc, situé comme exclu de cet interdit général, désigné comme tuable, sans que ce soit un meurtre, tuable hors transgression, hors sanction, impunément tuable. En écho à cette interrogation, Janine Altounian écrit dans La Survivance « Les massacres contemporains par leurs semblables, aux antipodes des frères coalisés, de pères et de mères par millions, ne peuvent qu'endommager irrémédiablement l'identité sexuelle et culturelle de leurs enfants. À côté de la dignité des pères mis à mort, se transmet aussi à leurs fils et filles la honte de leur destitution impunément effectuée, l'empreinte de leur corps publiquement violé, car avant le meurtre, le corps est toujours violenté. C'est justement en tant que différents qu'ils furent exterminés, et la seule différence qui pour eux demeura signifiante ne fut pas celle d'être restés hommes ou femmes, mais celle d'en revenir morts ou vivants. Trauma et héritage traumatique. De tels meurtres, une telle cruauté sanglante, une telle désolation nous laissent sans voix et sans parole. La capacité de penser ne peut qu'être sidérée. Nous sommes envahis à la fois par une douleur et une rage sans nom. Je pense à la terreur sans nom dont parle Bion pour désigner l'éprouvé du nourrisson lorsque la mère, parce qu'elle n'a pas ce qu'il appelle la capacité de contenance et de rêverie, est incapable de métaboliser les contenus qu'il projette en elle et qu'il s'identifie alors à un objet incapable de comprendre. Je pense aussi à cette angoisse atavique dont parle Primo Levi, celle, et je le cite, dont on entend l'écho au 2e verset de la Genèse, l'angoisse inscrite en chacun de nous du tohu-bohu, de l'univers désert et vide, écrasé sous l'esprit de Dieu, mais dont l'esprit de l'homme est absent, ou pas encore né, ou déjà éteint. Terreur sans nom, angoisse atavique, sont des manières de dire quelque chose du trauma. Un trauma qui, plus que tout autre, opère une telle rupture qu'il expose les victimes à un débordement incontrôlable de tout le système de défense disponible qui ne se limite pas à la liste des défenses par mentalisation. Mais le modèle de traumatisme que la psychanalyse nous a légué peut-il nous aider à penser cet événement? Cette question fait écho à cette mise en garde redoutable que faisait Primo Levi aux psychanalystes lorsqu'il écrivait dans Les naufragés et les rescapés « Je ne crois pas que les psychanalystes qui se sont jetés sur nos problèmes embrouillés avec une avidité professionnelle soient compétents pour expliquer cette impulsion. » Alors cette impulsion, il fait allusion à l'écriture témoignage que constitue la littérature concentrationnaire.
Leur savoir, dit-il, a été construit et mis à l'épreuve au dehors, dans le monde que, pour simplifier, nous appelons civilisé. Il en décalque la phénoménologie et tente de l'expliquer. Il en étudie les déviations et s'efforce de les guérir. Qu'est-ce que la pensée psychanalytique entend par traumatisme ? Pour situer la notion, je dirais qu'elle oscille entre deux conceptions marquées par le désaccord, présentes depuis les origines et dont les conséquences retentissent toujours sur la psychanalyse contemporaine. Deux noms peuvent être assignés à ces conceptions, Freud et Ferenczi. À quoi tient leur désaccord ? À la place de l'événement ou des événements à l'origine du traumatisme. Freud croira au départ à la réalité des scènes de séduction, mais sera amené ensuite à dissocier la réalité événementielle de la réalité psychique. 35 ans plus tard, en 1932, Ferenczi s'opposera à Freud, et ce jusqu'à sa mort, pour affirmer la réalité événementielle de ces scènes et l'origine extérieure, traumatique, de la névrose. En fait, sa position constitue un retour à la neurotica. Quant aux conséquences sur la pensée psychanalytique, nul mieux que Balint n'a exprimé les faits lorsqu'il écrit dans Le défaut fondamental « Le fait historique représenté par le désaccord entre Freud et Ferenczi fit sur le monde analytique l'effet d'un traumatisme. » Comment alors définir le traumatisme ? Alors qu'il était passé au second plan dans les préoccupations de Freud, les névroses de guerre le ramèneront au premier plan sous la forme clinique des névroses traumatiques et l'imposeront de nouveau à son attention. C'est l'au-delà du principe de plaisir qui témoigne de cet intérêt. Il reprendra sa définition du traumatisme comme effraction et sera conduit à formuler l'hypothèse qu'un afflux excessif d'excitation met d'emblée hors jeu le principe de plaisir, contraignant l'appareil psychique à accomplir une tâche plus urgente, au-delà du principe de plaisir, tâche qui consiste à lier les excitations de façon à permettre ultérieurement leur décharge. Dans Inhibition, symptômes et angoisse, Freud envisage le traumatisme dans ce qui en est sa condition déterminante fondamentale, la perte de l'objet. Nous ne sommes plus alors dans le registre de la séduction. C'est l'état de détresse, ou le DZ, selon la nouvelle traduction de Freud, ou le DZ du nourrisson qui va lui permettre d'aborder la question. Qu'est-ce que l'état de détresse ? C'est l'état du nourrisson qui, étant donné sa prématuration, est impuissant à mettre un terme à l'accroissement de tension de ses besoins par une action spécifique et par suite entièrement dépendant d'autrui pour leur satisfaction. Il s'agit d'un prototype de situation traumatique qui est générateur d'angoisse. Cependant, si cet état semble correspondre à une phase du développement, on ne peut pas éviter de le voir comme un état qui se répète dans tous les cas où l'être humain est dans l'incapacité de céder, de se protéger lui-même contre les forces supérieures qu'il ne saurait maîtriser. Bruno Bettelheim l'exprime pertinemment lorsqu'il écrit « Le traumatisme du camp, avoir été impuissant, sans contrôle sur sa vie, anéanti. » À partir de là, je poserai deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par héritage traumatique ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on transmet lorsqu'on transmet un héritage traumatique ? Parler d'héritage implique que nous nous situions dans une perspective inter- ou transgénérationnelle. Dans la succession des générations, chaque famille transmet à ses membres l'héritage acquis, sa façon d'appréhender le monde et d'organiser son monde interne, tout en les ouvrant aussi
à la dimension historique. À l'instar de l'appareil psychique groupal conçu par René Caès, André Ruffiot a forgé l'idée d'un appareil psychique familial. Il a d'abord décrit l'appareil psychique familial fait de psyché pure, précédant l'ancrage corporel des psychismes individuels comme perdurant à travers les générations. C'est un appareil à transmettre. Il permet d'articuler les deux axes structuraux de la famille. L'axe horizontal, constitutif de la trame synchronique qui se définit par le groupe parent-enfant, et l'axe vertical, chaîne diachronique, qui renvoie à la dimension générationnelle, à la succession des générations, à la transmission psychique entre elles. L'individu ne peut construire son histoire que s'il s'enracine solidement dans l'histoire familiale qui le précède et qui va nourrir ses assises narcissiques, histoire dans laquelle il va prendre sa place de sujet. Je ne puis que renvoyer ici à la notion de contrat narcissique développée par Pierrat Olagnier dans La violence de l'interprétation et reprise par René Caès. Chaque sujet vient au monde psychique, social et générationnel, porteur d'une mission qui consiste à assurer la continuité de l'ensemble auquel il appartient. Cet ensemble investira narcissiquement le sujet. Ce dernier devra reprendre et transmettre les énoncés fondamentaux du mythe fondateur de l'ensemble, même si ceux-ci entrent en contradiction avec ce que lui-même perçoit. Je distinguerai un double héritage, l'héritage intergénérationnel et l'héritage transgénérationnel. Le premier est constitué d'éléments élaborés, fantasmes, identifications, représentations, etc., qui organisent une histoire familiale, un récit mythique dans lequel chaque sujet peut puiser les éléments nécessaires à la constitution de son roman familial individuel. Ce qui se transmet, c'est aussi ce qui soutient et assure, écrit René Caès, les continuités narcissiques, le maintien des liens intersubjectifs, la conservation des formes et des processus de conservation et de complexification de la vie, idéaux, mécanismes de défense, identification, pensée de certitude, doute. Quant au deuxième, l'héritage transgénérationnel, il est constitué d'éléments bruts, non élaborés. Il consiste en vécu traumatique, en deuil non fait. L'objet transmis n'a pas été élaboré par l'ancêtre, il est ainsi transmis à l'état brut, sans transformation. Celui qui le reçoit se retrouve avec un objet étrange et étranger, mutique, difficilement transformable, sinon impossible à transformer, tel un objet inanimé que le sujet ne peut s'approprier. Dans la continuité de la pensée de Freud, René Caès écrit « Ce qui se transmet n'est pas seulement le positif, nous savons mieux aujourd'hui que ce qui se transmet dans la transsubjectivité des générations, des couples, des groupes, c'est ce qui fait défaut, ce qui manque, ce qui n'a pas reçu d'inscription, ce dont l'inscription a été empêchée, qui a été nié, refoulé ou forclos, au prix d'un meurtre silencieux, au prix d'un blanc, d'un trou, d'une éclipse de l'être. Alors, la transmission. Dans les dernières pages de Totem et Tabou, Freud formule deux présuppositions qui étaient restées implicites dans ses analyses antérieures. La première, qui a servi de fondement à toute sa construction, qu'il qualifie d'audacieuse, est celle d'une psyché de masse dans laquelle les processus psychiques s'accomplissent comme dans la vie psychique de l'individu. Cette hypothèse lui est indispensable pour expliquer la perpétuation, sinon l'efficacité du sentiment de culpabilité au cours des siècles, et surtout pendant des générations qui ne connurent pas le meurtre du père originaire et n'en pouvaient rien savoir. Quelles que soient les réserves que l'on puisse avoir à l'égard d'une telle présupposition,
on est obligé de reconnaître qu'elle rend possible de penser une continuité dans la vie affective des hommes qui permettent de faire abstraction des interruptions des actes psychiques entraînés par le fait que les individus passent. Alors, je voudrais citer ces paroles de Goethe que Freud invoque justement à la fin de Totem et Tabou sur la transmission. Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le afin de le posséder. Mais, en citant ces vers, Freud omet le vers suivant. Ce dont on n'use pas est un lourd fardeau, qui est l'expression, justement, de l'héritage traumatique, et que Janine Altounian commente ainsi dans La survivance. Ce matériau brut, sédimentation du trauma parental dans le psychisme de l'enfant, doit être utilisé, mis en activité, exploité par lui, tel un gisement explosible à désamorcer. Il doit se transformer en matière à représentation, à nomination, pour que soit levée l'hypothèque de son pesant fardeau. Si cette tâche lancinante alimente la plupart des écrits des enfants de survivants au génocide, persécutions et multiples violences de notre siècle, il est à noter qu'elle n'en constitue pas moins, sous forme déguisée, chez nombre d'écrivains ou de penseurs, la motivation inconsciente de leur activité créatrice. L'invention de la psychanalyse elle-même est quelque peu redevable au défi que sans doute porta Freud, meurtri par l'antisémitisme de son temps, à répondre à et de l'humiliation du juif dont il était le fils. Alors je vais conclure, je reviendrai sur d'autres idées tout à l'heure dans la discussion. Alors que retenir de cette analyse? L'effondrement de l'interdit du meurtre désigne tout homme comme impunément tuable et crée une menace de meurtre qui abolit la distinction entre la réalité psychique et la réalité matérielle. Cette menace de meurtre est génératrice d'une situation traumatique qui se traduit par un état de détresse caractérisé par un afflux d'excitation qui met le par-excitation hors jeu. Ce défaut du par-excitation rend la transmission traumatique, si l'on considère qu'il équivaut à un échec de la symbolisation. L'héritage à transmettre devient alors héritage traumatique où prédominent des éléments bruts, étranges, des objets irreprésentables dont l'origine est à chercher dans des vécus non élaborés ou en attente d'élaboration, éléments en souffrance qui peuvent traverser les générations et les espaces psychiques, devenir incompréhensibles ou indéchiffrables, jusqu'à parvenir à des héritiers dont les psychismes pourront éventuellement non seulement les contenir, mais se les approprier en les transformant. Nous pouvons dire avec Albert Sicone que le traumatisme se transmet sans se représenter ou se transmet pour ne pas être représenté. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Benaïm. Je te passe tout de suite la parole. Oui. Alors écoutez, je vous remercie d'avoir commencé cette matinée par camper la théorie psychanalytique dans toute sa dimension, en quelque sorte. Et cela va me permettre de faire un petit peu ce que j'ai fait dans mon écriture, c'est-à-dire apporter des éléments concrets, illustrer certains points de votre exposé. Alors, j'ai noté certains mots que je vais reprendre. Vous avez parlé effectivement d'écroulement au départ. C'est un bon mot. Et voilà ce que je voulais dire. C'est que quand, venant de cette histoire, on entreprend une cure analytique, enfin en tout cas ce qui est mon cas, on ne parle pas nécessairement de l'événement historique. On parle surtout de ce que c'est que d'être enfant dans un groupe familial qui a vécu cet écroulement et comment ça se transmet effectivement. Alors, il se transmet deux choses.
qui n'est pas seulement l'écroulement, justement. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que les survivants sont des personnes, effectivement, dont une partie a été tuée psychiquement compte tenu de ce qu'ils ont traversé, mais ce sont des gens très combatifs, très, je dirais, très persévérants et très adroits pour faire avec le peu qu'ils ont. Ce qui fait que l'héritier se trouve aux prises avec un héritage qui n'a pas son pareil dans le monde qu'il côtoie. Je veux dire par là que cet écroulement culturel, entre autres également, parce que ils n'ont pas pu aller à l'école, ils ne sont pas scolarisés, mais ils portent en eux une culture qui passe par les gestes, par les rituels de la vie et par une capacité à transmettre quelque chose, mais à le transmettre sans les mots. C'est-à-dire ce que l'enfant reçoit au-delà des mots, évidemment, parce que les mots disent le malheur, on a perdu, on a tout perdu, etc. Et parfois les parents ne parlent pas parce que ça les angoisse trop. Mais ce qui se transmet, c'est deux choses différentes et paradoxales. Il y a un des chapitres de mon livre, L'intraduisible, qui dit que transmettent les mains des survivants, l'anéantissement des vivants et l'affirmation de la vie. Le témoignage, de quoi témoignent les mains des survivants? C'est-à-dire que c'est ce nœud d'une science particulière pour se maintenir en vie, et en même temps quelque chose de déchiré, une sensation que on a été persécuté, on a voulu notre mort, et néanmoins on est vivant. Enfin, si vous voulez, c'est cela que l'on boit par tous les pores. Voilà. Alors, il y a différentes choses. Par exemple, vous avez parlé à juste titre du fait que la différence des sexes est abolie, parce que la seule différence qui compte, c'est être vivant ou être mort. Et c'est vrai que j'expliquais hier comment, dans ces familles agglutinées par le souvenir de la persécution, il n'y a pas d'espace pour la relation, il n'y a pas de distance relationnelle qui permette le regard gratuit de plaisir sur l'enfant et sur l'avenir. Il y a une crispation autour de « il faut maintenir la vie », et ce « il faut » là a quelque chose d'agressif. En faisant, si vous voulez, référence à la théorie de Winnicott, entre le sein qui est et qui fait que l'enfant est, le nourrisson est, existe en paix, et le sein qui fait, auquel cas le nourrisson ne trouve pas cette espèce de repos pour jouir de l'existence, eh bien, les enfants de survivants sont souvent en présence de seins qui font. Et il y a dans ce maintien en vie quelque chose d'agressif qui fait que pour se sortir de là, il y a différentes façons. Évidemment, moi, j'ai été acculée à faire un travail analytique, mais il y a certainement d'autres éléments possibles. Vous avez parlé aussi de l'absence de rêverie. Ça revient au même, c'est-à-dire que la rêverie, elle est antidatée. La rêverie, la rêverie, c'est important parce que quand je pense, dans le fond, comment est-ce que sur quoi j'ai pu appuyer mon travail, sur des éléments quand même vivants. Par exemple, j'avais une grand-mère qui me parlait des toilettes qu'elle avait quand elle allait se promener au bord du Bosphore. C'est drôle comme les choses restent dans la mémoire. Elle a dû me dire ça comme ça en passant. Et alors j'ai dû sans doute rêver le Bosphore, les toilettes. Donc il y avait des femmes, elles pouvaient être jolies, elles pouvaient avoir des toilettes.
Bon, mais c'était des choses en passant comme ça, c'était enrobé dans la plainte, on a tout perdu, etc. Et puis il y avait, bon, mais c'est vrai que ces éléments de rêverie sont très, très utiles. Et il y a aussi, par exemple, lorsque mon père racontait ce qu'il avait vécu à ses amis, puisque je disais hier qu'il ne me le disait pas, il ne m'en parlait pas, mais je l'entendais. Et il y avait des passages où il parlait des chameaux. Des chameaux. Vous verrez, je vous lirai peut-être un passage. Bon, ça se passe, il est adopté par un arabe, il vit auprès de nomades, et donc ils font des trajets en chameau. Et moi j'avoue que ces chameaux ont dû m'aider sans doute pour voyager dans l'agent psychanalytique. Voilà. Et alors, vous comprenez, c'est-à-dire quand on porte en soi les toilettes au bord du Bosphore et puis les chameaux paternels, on est dans un décalage vis-à-vis évidemment de ce qui se passe dans le monde de la culture du pays d'accueil, mais c'est un décalage créatif si on en fait quelque chose. C'est tout un espace transitionnel, pour reprendre Winnicott. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Et alors, il y en a toujours chez les survivants. C'est-à-dire que le trauma, si vous voulez, en fait, se transmet aussi par des petites bribes positives. Voilà. Et comme vous dites, des objets transitionnels. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous, oui. Et alors, je pense que dans le travail analytique, c'est autour de ces objets-là que quelque chose se tisse et qu'on se dit, après tout, s'il y avait toujours de la plainte auprès des mères et des grands-mères, il y avait aussi cela. Ou, par exemple, ma grand-mère m'a raconté comment on lui avait présenté son futur mari. Alors là, c'est très joli. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film de Kazan, America. C'est absolument magnifique. Il y a la scène où, effectivement... Tu l'as vu, ce film ? Ah, faut voir ce film. Alors, donc, c'est l'histoire du grec, enfin son oncle grec, qui veut absolument aller en Amérique, à partir de son village au fond de l'Anatolie, et parce qu'il y a de la persécution. Les Grecs ont été persécutés aussi, hein. Et alors, pour s'en sortir, on lui conseille de se marier avec une fille de la bourgeoisie grecque. Et alors, il arrive là, dans le salon, il est bien habillé, on lui a prêté un habit, parce qu'entre-temps, il a été complètement pillé par les bandits. Et il arrive au salon, et évidemment, la jeune fille, c'est elle qui offre le café. Donc, il la regarde. Et alors ça, c'était ma grand-mère. Pour moi, le monde de ma grand-mère, c'était ça, les dentelles, Constantinople. Bon, donc des objets transitionnels. Alors, je voulais aussi, sur le plan de l'histoire, vous avez mentionné évidemment le travail de Freud au moment de la deuxième, juste avant la Totem et Tabou, avant Moïse, avant donc au moment avant la Seconde Guerre mondiale. Mais peut-être qu'il faudrait préciser que le génocide arménien se situe sur le versant. Enfin, Madame Amalian aura certainement plus de précision que moi pour dire ces choses, sur le versant oriental de la guerre de 14. Et Freud a évidemment été très secoué par la guerre de 14 puisque ses deux fils étaient combattants. Mais c'est un des effets des alliances, puisque les Turcs, le gouvernement jeune turc a décidé d'éliminer les Arméniens. Derrière le paravent de la guerre de 14, ils étaient alliés avec les Autrichiens et les Allemands. J'aurais sans doute plein de choses à dire. C'est vrai que... En fait, ce que vous m'aidez beaucoup en parlant d'objets transitionnels, parce que je pense que ce que fait l'écriture, c'est qu'elle essaye de mettre ces objets, ces espèces de joyaux, des pépites, comme des pépites d'or, si vous voulez, de l'héritage perdu dans l'agglomérat de choses catastrophiques,
Et c'est comme si on essayait de reprendre ces pépites pour les introduire dans une langue qu'on a apprise dans le pays d'accueil, de manière à pouvoir s'approprier cet héritage en passant par cette autre langue. Ça va? Je m'arrête. J'ai eu du mal, vous savez, à me greffer sur ce que vous disiez parce que c'était bien bâti, c'était bien théorique et en même temps ce sont des théories que je connais bien. Peut-être aussi le mot décharge que vous avez employé. Je voudrais aussi dire cela, c'est que ce qu'il y a de surprenant dans le travail analytique, c'est que il n'est pas requis que l'analyste comprenne de quoi il retourne dans le trauma. Et je pense qu'il est peut-être même préférable que l'analysant pense que de toute façon il ne peut pas comprendre. Mais le problème, ce n'est pas qu'il comprenne ou non. Le problème, c'est qu'ils permettent ce que vous appelez la décharge. Et il se passe une décharge lorsque l'on arrive comme ça avec quelque chose qu'on ne peut pas dire, qu'on a vécu, qui est pesant, quelque chose sur le quoi on n'a pas de mots, qui s'est transmis directement de l'angoisse parentale ou du silence parental ou du non-contact parental. Et à ce moment-là, l'analyste dit un mot. Et un mot qui fait qu'il y a de la décharge. C'est-à-dire que on ne sait pas s'il a compris ou pas compris, mais il a créé un pont entre l'autre, qui est censé ne pas comprendre selon le mode de transfert qu'on fait. Mais moi, je suis partie d'un transfert où je pensais que l'autre ne comprenait pas, mais que c'était ça qui était intéressant, justement, que je puisse dialoguer avec celui qui ne comprend pas. Et à ce moment-là, il y a une décharge qui se fait comme dans les mots d'esprit, c'est-à-dire comme au moment où on touche quelque chose qui fait un renversement. Un petit peu comme par exemple quand vous avez dit, quand je vous parlais des dentelles de ma grand-mère, vous avez dit c'est un objet transitionnel, oui. Eh bien je me dis, ah ben il a compris là. Voilà. Merci à vous deux. Nous allons poursuivre avec Madame Amalian. Si vous le voulez bien, nous le voulons. Non, j'ai regardé l'ordre des présentations, pourquoi je suis forte, mais ça va. Oui, voilà. Excellent, ça va. Oui. Oui, enfin, ma présentation, c'est un peu différent. Ce n'est pas structuré. Et puis, j'ai lu un peu pour me préparer hier soir ce que Nelly m'avait envoyé en disant que c'est un échange spontané autour de son travail. Moi, je n'oserais pas faire un échange autour de votre travail, mais aux alentours. Je me promènerai. Je dis ça parce que l'approche psychanalytique n'est pas mon côté fort, mais je me suis retrouvée, à chaque fois que j'ai lu un de vos livres, je me suis retrouvée là-dedans et j'ai réanalysé ce que je faisais quotidiennement et aussi dans ma vie personnelle avec ces balises. Et puis, ça m'aide à faire du sens de ma vie, bien que je pensais en avoir fait déjà sous plusieurs rubriques. Par exemple, si on pense un peu des théories, etc., où je me sens un peu plus à l'aise, je citerai peut-être Clifford Geertz, qui parle un peu de l'expérience proche et de l'expérience loin. N'est-ce pas? Alors, et puis, ce que je trouve intéressant dans ma vie, c'est que j'ai toujours essayé de faire cette expérience loin, proche, au lieu d'essayer de transmettre ce que moi j'ai à l'autre. Mais en faisant leur expérience proche, maintenant je me rends compte que j'essaie de m'approcher à moi-même dans ce sens-là. Et je vais vous donner un exemple. J'ai envoyé l'annonce de cette table ronde à une collègue qui est maintenant retraitée de l'UQAM
Elle est en communication et puis elle n'est pas psychanalyste, mais elle est dans la psychosociologie. Elle travaille beaucoup sur le groupe restreint. Et puis je me suis dit, ça va l'intéresser. En particulier, la dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était à la sortie de la projection du film de Guédikian. Alors je suis allée voir le film, et Guédikian était là pour commenter. En sortant, je rencontre cette professeure amie. Excusez-moi, c'est le film Voyage en Arménie? Voyage en Arménie, oui, merci de l'avoir précisé. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, pourquoi? Elle dit, je me rends compte, tu dois être arménienne, n'est-ce pas? Alors, c'est une femme avec qui j'ai travaillé pour 25 ans. J'ai milité dans les syndicats avec elle. Et la raison que moi, j'ai eu une éducation que j'appellerais élitiste, dans le sens que c'était très démocratique, c'était une imitation des écoles Ferry au Liban, n'est-ce pas? Mais dans ce sens-là, mais pour moi, la littérature, l'éducation, etc., était quelque chose qui te distinguait des autres, n'est-ce pas? C'était assez élitiste comme approche parce qu'on payait très cher pour aller acquérir cette éducation-là aussi. Alors, on était pauvres, mais on recevait des bourses, etc. Alors, on se disait qu'on est maintenant devenu dans une autre classe, n'est-ce pas? Mais là, cette rencontre-là m'a fait comprendre cette histoire de proche et de loin. C'est que moi, je me suis engagée dans la voie syndicale juste pour la traduction de ce mot syndic. C'est qu'on parle pour celui qui ne peut pas parler, qui n'a pas de voix. Hein? On annonce ce que lui, il veut annoncer. Alors, c'est ça qui m'a vraiment choqué un peu dans le questionnement qu'elle m'avait donné. Et je pense que je me suis dit, hey, peut-être qu'elle me pense québécoise. Mais ça, ce n'est pas possible à cause de mon accent d'abord, mais aussi à cause des autres relations que j'avais avec elle. Là, je me suis rendu compte qu'elle me pensait anglophone, qui s'intéressait un peu aux affaires des francophones. Mais enfin, on était amis, on est restés amis, mais je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Alors, elle m'a dit, tiens, elle dit, je ne savais pas que j'avais une source comme ça. J'écris un roman, et puis il y a un Arménien, et puis c'est un type très négatif. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va aimer dans mon roman. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu connais des Arméniens si tu n'as pas pu réaliser sur 25 ans que moi je suis arménienne? Alors là, elle me dit, vraiment, est-ce que tu peux me suggérer des sources? Et maintenant, quand j'ai envoyé j'ai suggéré vos livres, par exemple, j'ai suggéré d'autres romans, j'ai suggéré les nouvelles, publications en France sur la vie arménienne, les survivants, etc. Et puis beaucoup d'ici. Pourquoi il voulait mettre un Arménien dans son roman? Est-ce que c'était moi, là, quand on cherche comme des vilains, comme vous voyez dans les autres films, c'est les vilains, c'est des Arméniens. Ah bon? mais c'est comme ça. Mais même Charles Aznavour, quand il joue dans les films, c'est un vilain qu'il joue. Parce qu'il a le type de vilain. C'est un Arménien. Oui. Il a vraiment le type de vilain, Charles Aznavour? Mais c'est ce qu'on pense de lui. Je sais que dans le film Le Pianiste, il joue le personnage d'un juif tailleur, un tailleur juif, mais je ne savais pas que c'était un personnage vilain. Mais dans la perception, oui. Excellent. Mais voilà ce qu'elle m'écrit. En réponse pour dire qu'elle ne peut pas venir à ce matin, elle dit, j'aborde finalement un autre projet qui touche à mon histoire familiale et personnelle, transgénérationnelle même, qui comprend l'établissement de chronologie, la transcription de larges extraits du journal personnel que je tiens depuis l'âge de 14 ans, un ouvrage commencé il y a quelques années qui part du récit de certains souvenirs pour déboucher ensuite sur l'analyse des thèmes évoqués par ces souvenirs. Le titre en est « La mémoire en morceaux ». C'est comme les restes. Excusez-moi, rien au début, je n'ai pas saisi. C'est une personne qui est arménienne? Non. Non. Ça, c'est très intéressant. Oui. Ah, oui. Non, c'est pourquoi je dis que c'est ça. Ah, oui. Alors, mais c'est dans la femme, c'est donc la femme de récit plutôt que la romancière éphémère, parce qu'elle m'avait annoncé qu'elle écrit ce roman, que je fus dans une autre vie qui me prend maintenant le dessus. C'est un projet qui vise l'intégration de ma propre histoire, de ma tourmente personnelle, à l'aube de mes 70 ans. J'ai donc, pour le moment, mis de côté la poursuite du roman que j'avais commencé il y a presque 5 ans, où l'un des personnages était d'origine arménienne.
Tu t'es donné beaucoup de mal pour me fournir des références visant à me permettre d'étoffer le personnage et je t'en remercie. Pour l'heure, je ne sais si ce roman virtuel reste tout simplement en jachère ou si c'est perdu à jamais au jardin des projets abandonnés. Mais ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai réussi, en suggérant de lire les mémoires des femmes arméniennes, en particulier de France, de faire réveiller en elle-même son vrai projet. Ce n'est pas le projet. et c'était très intéressant. Mais en arrivant aussi ici... Excusez-moi de vous interrompre, ça, parce que ce que vous dites me suggère beaucoup de choses que je vais reprendre après, mais ça me rappelle la réflexion de quelqu'un d'hier, je crois, qui disait que si les rescapés ou les étrangers ou les migrants avaient besoin du tiers pour se construire, le pays d'accueil lui-même avait aussi un travail de mémoire à faire. Et c'est ça que vous avez réveillé en elle. Absolument. Et moi, je pense que c'est là où l'intérêt pour la littérature migrante qu'on trouve maintenant au Québec. Depuis une vingtaine d'années, là, ça a pris beaucoup parce que c'est un peu aussi pour se comprendre mieux. On veut comprendre les autres, comment ils font sens de leur vie, c'est ça. Non, mais en tout cas, pour vous dire que ce que je trouve très intéressant, c'est que dans votre livre, l'intraduisible, quand vous faites les 5 distinctions, savoir faire avec le reste, animer le reste, inscrire le reste, confier au tiers ce qui reste, traduire au tiers ce qui reste, ça m'aide beaucoup dans mon travail et dans ma vie personnelle à revoir sous un autre angle les analyses que moi je fais. Mais c'est pour donner l'exemple de cette collègue que je ne vais pas nommer, mais que peut-être plusieurs ont compris qui était, si vous êtes de l'UQAM. Un autre exemple, c'est que ce que je trouve intéressant, moi, je pense que je trouve la littérature québécoise fascinante parce qu'il y a tellement des échos, des mêmes types de sentiments, de mémoire, etc., que moi j'ai vécu, mais un peu plus simplifié, je vais le dire. Et ce n'est pas pour dégrader la valeur, etc., mais c'est à un niveau plus simple. Il y a peut-être 2 ou 3 niveaux là, mais pour moi, les niveaux sont comme on n'arrive pas à voir la fin. C'est comme, encore comme Clifford Geertz il dit, c'est comme un clin d'œil. Tu penses que tu as compris, il y a plus, et tu descends pour savoir exactement c'est quoi le clin d'œil qu'on te fait. Pour donner l'exemple de ce qui m'attire cependant, c'est comme le roman de Lise Bissonnette, Marie cherchait l'été. Alors, dans Marie cherchait l'été, Lise Bissonnette, qui est analyste politique très renommée, etc., écrivaine, éditorialiste, et qui est maintenant à la tête de la Bibliothèque nationale, de la Grande Bibliothèque, elle parle de sa vie dans la petite ville minière de Rouen, Noranda. Et puis, l'été, elle décrit l'été, c'est assez autobiographique, l'été où elle est devenue jeune fille et puis une femme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elle trouve, celui qui l'aide à faire ce passage-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Hervante. Ah oui. Alors, Hervante, c'est un Européen de passage dans ce nord mythique. C'est comme ça qu'elle le décrit. Alors, là, elle dit, c'est par ces récits de promenade, mais comme les promenades de votre... et de désir dans la ville de Vienne, qui appartient à un autre monde, que Hervante fait voyager Marie. L'univers du roman se construit par petites touches, rêveries d'été remplies de sensualité. L'écriture soignée regorge de poésie. Et là, ce qui est la contradiction, la grande contradiction, quand elle parle de Hervante, elle décrit Hervante dans son milieu à Vienne, c'est comme un immigrant sans sous, qui va dans les bordels, c'est un type pas mal négatif. Mais pour elle, il devient tout d'un coup celui qui lui ouvre l'univers, ce passage, et pour leur lune de miel, ils vont à New York, mais à New York, tout ce qu'ils font, c'est d'aller visiter un ami après l'autre, n'est-ce pas? Et puis, tous ces souvenirs, et tout ce monde qui raconte leurs histoires, etc., et ce qui fait pour elle qu'elle ne se cherche plus, parce qu'elle cherchait l'été, mais elle ne se cherche plus parce qu'elle comprend aussi qu'il y a tout ce monde-là qui se cherche, par exemple. Voilà.
Alors, ça c'est une autre histoire, mais il y a tellement d'histoires, mais j'ai peur que je vais dépasser mon temps, mais je vais vous dire que je viens aussi aux questions que vous abordez, qu'on voit un peu par la traduction. Et par la traduction, c'est là où je veux dire, c'est tellement de niveaux qu'il faut qu'on traduise et tellement de langues. Et c'est pourquoi je pense que j'étais attirée dès 16 ans à faire des traductions de l'anglais en arménien. Pour une revue, je vais vous montrer que ça existe vraiment parce que je n'en parle jamais, mes amis ne savent jamais ce côté de moi, même les amis arméniens. C'est une revue qui s'appelle Chirag et j'ai commencé à faire des traductions et puis j'ai commencé par un titre qui s'appelait voyons. Oui. S'appelle Familiarity is the Kingdom of the Lost. C'était un roman de 1969 d'Agmor Boetti de l'Afrique du Sud. Alors, ce qui m'a attiré à cette littérature-là, c'est qu'on parlait de l'Afrique noire, etc. Là, mais je voyais des lumières sortir de là. Et comme des lumières dans les titres, n'est-ce pas? Un autre que moi j'ai traduit, c'est celui de Ngugi wa Thiong'o, qui s'intitule Weep Not Child, hein? Ne crie plus l'enfant, là, c'est ça. Alors, c'est comme ces titres-là qui m'ont attiré que j'en ai fait la traduction. Mais avant d'accepter de traduire les pièces africaines, là, j'ai présenté à plusieurs occasions. On avait un petit groupe qui travaillait. Et moi, je travaillais des deux côtés aussi parce qu'il y avait le journal Pakin et le journal Chirag. Et puis, j'ai dit, on m'a dit, est-ce que tu ne peux pas écrire sur quelque chose d'arménien, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit, bien sûr. Alors là, j'avais fait un voyage en Arménie pour aller rencontrer une femme qui s'appelle Marguerite Israélian. C'est une grande archéologue qui a traduit le cunéiforme pour établir l'ancienneté de la ville de Yerevan, n'est-ce pas? Alors là, ils m'ont dit que bon, bien sûr qu'on va mettre ça. C'était un numéro spécial. Et puis c'est la femme qui a fait la traduction de ça. Ça m'interpellait tellement parce que elle traduisait, disons, mon histoire plus loin que moi je pourrais le lire, n'est-ce pas? Et elle pourrait le lire. Expliquez encore mieux l'histoire du cunéiforme, là. C'est Urartienne, c'est l'Urartu. Oui. Et puis c'est elle qui était la seule qui a pu interpréter. Ah oui. Oui, même ses professeurs hésitaient. Il y avait des mots qu'ils ne pouvaient pas comment le traduire. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Il faut expliquer. Oui. Alors. Oui, c'est ça, d'Arkishti. Alors d'ailleurs, c'est ça que j'ai comme titre, c'est que... Oui. mais pour vous dire que, disons que Yerevan, la capitale de l'Arménie, on fêtait en 68 le 2750e, et c'est elle qui a établi la date de la fondation. C'est dans ce sens-là qu'elle a écrit l'histoire, elle a interprété l'histoire que moi je ne peux pas. Tous étaient les premiers occupants de la terre. De la terre. Oui, ce qu'on appelle. Oui, ils ont laissé des traces, c'est ça, mais des traces qu'elle traduisait. Et alors, cette écriture cunéiforme est originale à l'Urartu. Et comment elle a pu déchiffrer? Parce qu'elle étudiait, c'est une archéologue qui a étudié avec les plus grands archéologues russes, arméniens, etc. Et puis, elle est arrivée à déchiffrer. Les autres déchiffraient des choses, mais elle est arrivée à déchiffrer le mot Yerevan. Erebuni. Erebuni, c'est ça. Voilà. Enfin, mais pour vous dire qu'une fois qu'on a vu l'importance de la traduction dans ce journal-là, ils ont décidé, c'est pas mal, on va regarder la littérature africaine. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à publier les autres. Maintenant, pour parler de la langue aussi, c'est que mon grand-père, il recevait des amis. Il y avait 2 frères qui venaient le visiter. Il avait la langue coupée. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez montré ce film-là où les Palestiniens traversaient pour aller à l'université, c'était dans une situation pas mal semblable où des étudiants passaient en parlant l'arménien. C'était interdit de parler l'arménien en Turquie à ce moment-là.
et puis on leur a dit de les saluer en turc. Mon grand-père et le reste l'ont fait, et ces deux-là ont résisté, on leur a coupé la langue. Oui, alors, situer l'année, le lieu. Ben, l'année, le lieu, c'était dans 1912. Et puis c'était à Gaziantep. Ce qu'on appelle maintenant Gaziantep, c'est une des grandes villes de Turquie. Alors, ces gens-là visitaient mon grand-père. Ils ne pouvaient pas parler, mais ils chantaient. Et ils chantaient des psaumes, mais ils chantaient aussi des chansons de mariage, etc., joyeuses aussi. Vous voyez là la jonction entre le profond malheur et l'instinct de vie. Oui. Et ça, c'est une émotion très forte qu'on ressent quand on est enfant. Ce nuage-là. Mais quand vous parlez aussi disons, des toilettes, etc., ce qui m'a frappé aussi en lisant... vous avez assisté à ça, vous aviez quel âge? Peut-être 7 ou 8 ans. Oui, c'est ça. Peut-être même avant 6 ans. Oui. Et ça se passait où, là? Ça se passait au Liban, dans notre maison, parce que les gens se recherchaient et puis ils se sont trouvés. Il y avait comme ça ma grand-mère aussi qui recevait des amis qu'elle avait perdus depuis longtemps et puis on se retrouvait de temps en temps. C'est ça. C'est ça. Mais quand vous avez parlé des toilettes aussi, ça m'a fait penser à Alice Sapritch, qui dans le livre Ma vérité, elle parle beaucoup de Bosphore et puis des toilettes des femmes et des promenades. Ben voilà, oui. Et pour juste passer un peu très vite là-dessus, pour vous dire que moi, je suis née en Syrie et puis pendant le temps d'Abdel Nasser, mon père en 58, on est venu au Liban s'installer, c'était le paradis libre. Alors, c'est que j'ai commencé par apprendre l'arabe. Enfin, à la maison, on parlait l'arménien. Mes grands-parents, entre eux, quand ils voulaient parler des secrets, parlaient en turc. On a vite saisi cette langue-là. Après ça, et puis on est devenu meilleurs parce qu'à un moment donné, on avait appris l'arabe et puis on pouvait même lire les textes anciens ottomans écrits en arabe. Voilà, eux, ils ne pouvaient pas faire. Ils pouvaient lire ce qu'ils écrivaient en arménien, comme votre père, parce qu'il écrivait le turc en arménien, l'alphabet arménien. Dit, on s'est installé au Liban, votre père, en venant d'où? De la Syrie. Mais ils étaient arrivés en Syrie après le massacre. Mais ma mère maternelle, du côté maternel, ils étaient installés en Syrie depuis le début du 19e siècle. Alors, ma grand-mère maternelle a appris l'arménien avec nous. Mais du côté de ma grand-mère paternelle et mon grand-père, ils étaient très instruits. Ils sont allés à l'école, et puis à l'école américaine à un moment donné, à l'école arménienne et puis à l'école américaine, à Gaziantep, n'est-ce pas? Alors là, ils parlaient un arménien très correct, mais pour les secrets, c'était en turc. Maintenant, en passant de Syrie au Liban, moi, je parlais l'arabe syrienne, qui se prononce un peu différemment. On dit « djadjou ». Alors, j'étais très fière parce que je ne connaissais pas le français et puis on était déjà mal avancé dans la classe où j'étais en français. Alors, on m'a dit de dire quelque chose en arabe, je me lève, je commence à aller djadj ou djidja. Alors là, tout le monde commence à rire parce que au Liban, on ne dit pas je, on dit je. Alors là, c'était bien que moi je maîtrisais la langue, mais mieux que les autres, parce qu'on m'avait placé au 3e année au lieu de me placer en première année à cause de la langue arabe sur laquelle on classait les gens. Alors, moi, je me trouvais comme une situation risible à cause de la langue, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est dans ce sens-là que à l'école aussi, on apprenait l'arménien classique, c'était l'école communautaire arménienne, l'arménien moderne de l'Est et de l'Ouest, parce qu'il y a 2 branches. Après, on avait des visites de l'ambassade de France et du gouvernement pour venir vérifier si on apprenait bien la langue française et puis la langue arabe. Et ce qui est intéressant, c'est que l'inspecteur m'a fait réciter le Paon rouge et puis il m'a dit que, je ne le prononce pas bien. Il m'a dit de réciter une histoire du roi Soleil, alors je parle de Louis XIV. Là, il me dit, Madame, est-ce que vous êtes italienne? Pourquoi vous prononcez le français comme une italienne? Alors, parce qu'il n'aimait pas la prononciation de Louis. Et il y a une dizaine d'années, quand je suis retournée en France, alors je parlais de cet épisode à une amie, elle m'a dit, tu n'as rien à te faire parce que maintenant l'italien est à la mode à Paris.
mais pour vous dire que les langues, c'était une réflexion de soi.